cette belle négociation qui commence. Et on s'est dit, pourquoi ne pas mettre la table sur le contexte économique? Donc, qu'est-ce qui se passe présentement au Québec? C'est quoi la conjoncture économique? Puis, est-ce que le système de santé, ça coûte si cher que ça? Est-ce que vous êtes trop payé? Est-ce que vous êtes pas assez payé? Qu'est-ce qui coûte cher dans le système de santé? Il n'y aura plus de secret après cette conférence, mesdames et messieurs. Alors, vous pouvez, la porte est haute, Yannick. Est-ce que je t'ai présenté? C'est Yannick Marcil, au cas où je ne l'ai pas nommé. Alors, Yannick, plus précisément, nous dit qu'il nous aidera à comprendre les arguments factuels et rationnels en faveur des revendications que l'on souhaite. À partir de ce moment-là, votre beau-frère, le prochain souper, vous aurez tous les arguments pour répondre à ces éternels commentaires. Alors, merci, merci. Voilà. Applaudissez pas tout de suite, je n'ai pas parlé encore. Bon, la commande est haute, donc j'ai 3h30, c'est ça? OK. Bon, en plus, tu m'as volé mes punchs, ça fait que ça sera pas drôle. Je ne sais pas si vous le savez, en fait, on l'a oublié à cause du temps qu'on connaît les derniers jours, mais c'est le printemps dans quelques jours, officiellement. Donc, c'est le moment où nous allons tous ouvrir balcons et terrasses et faire le ménage du printemps pour impatiemment attendre ce moment où nous dégusterons un premier apéro sur la terrasse ou sur le balcon. Et c'est là où le beau-frère va s'amener avec sa bouteille de rosée, chaude, et qui va commencer à vous parler de ce qu'il a lu dans le Journal de Montréal en février, en mars, en janvier, depuis 3 ans, que le Québec est dans le rouge, puis que la fonction publique, c'est des enfants gâtés, que le service public, c'est des choyés, et qu'il ne comprend pas pourquoi, parce qu'il a vu passer ça aussi dans le Journal de Montréal, dans une chronique de 4 lignes de Martineau. Il ne comprend pas pourquoi des syndicats vont encore demander des augmentations de salaire alors qu'ils sont gâtés pourris et ils ne servent à rien. Donc, il faut répondre un peu au beau-frère. Appelons-le François, comme dans François Legault. Ben quoi? Il me semble qu'il fait un beau personnage de beau-frère, tu ne trouves pas? Alors, mon objectif aujourd'hui, comme c'est écrit sur la page de présentation et comme on vient de le dire, c'est d'avoir quelques arguments. Je sais que vous en avez 1000 arguments, mais parfois les rafraîchir, ceux-ci, est utile. Donc, d'avoir des arguments pour défendre la légitimité de ces revendications-là, qui ne sont pas, justement, évidemment, des demandes d'enfants gâtés, mais qui sont légitimes à plusieurs égards. Et les meilleurs arguments qu'on peut avoir, enfin, c'est ma conviction profonde, c'est des arguments factuels, basés sur le concret, la réalité, et non pas uniquement, justement, sur l'émotion, sur des a priori ou des présupposés. Donc, avant d'amener ces arguments-là, ou plutôt pour pouvoir les asseoir, ces arguments-là, je vais donc vous faire un petit portrait de quelques éléments importants qui concernent votre réalité, mais d'un point de vue, bien sûr, plus macro, plus général. Le détail n'étant pas la spécialité d'un économiste, comme on le sait. Donc, pour arriver là, je vais prendre ma télécommande. Pour en arriver là, je vais faire un portrait très rapide de ce que vous savez de votre quotidien, c'est-à-dire la situation salariale des travailleuses et des travailleurs du secteur public par rapport à l'ensemble de l'économie, mais surtout m'intéresser au coût du système de santé. Ce fameux Québec dans le rouge, cet argument de la partie patronale, mais d'une grande partie de nos commentateurs dans les médias, qu'on n'a pas les moyens de se payer ce magnifique système de santé qui, paraît-il, ne fonctionne pas en plus. Allons voir où en est la réalité dans le détail avant de conclure aussi rapidement, bien sûr, aussi de façon aussi courte, pour finalement, effectivement, apporter des arguments fondés, factuels et concrets à notre ami François. Je vais vous présenter quelques tableaux, quelques graphiques, en fait. N'ayez pas trop peur, je sais que des fois c'est un peu endormant, les graphiques. Ce sont quelques éléments pour pouvoir asseoir
ces arguments-là qui vous seront éventuellement là, distribués pour pouvoir les étudier avec un peu plus d'intérêt si le cas échéant. J'aimerais donc qu'on commence par regarder ce qui est, à mon sens, au cœur de vos revendications et qui devrait l'être de la plupart des travailleurs du secteur public, c'est-à-dire l'écart grandissant entre le salaire ou la rémunération globale des travailleurs dans le privé et des travailleurs dans le public. Donc, la courbe que vous voyez en haut, en bleu, c'est la rémunération pour des catégories d'emploi, grosso modo, là, assez similaires et qui ressemblent à celles de vos membres dans le privé depuis le début des années 2000, alors que la courbe du bas, c'est la rémunération dans le secteur public depuis la même période. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Bien, on voit effectivement que non seulement il y avait déjà un écart existant, donc ça fait longtemps que les travailleurs pour les mêmes tâches dans le secteur public sont moins payés que ceux du secteur privé, mais que cet écart s'agrandit d'année en année, hein, à un point tel que dans les dernières années, vous voyez la fin de la courbe en rouge, c'est pas loin d'être la stagnation. Hein. Il y a des petites hausses, mais c'est pas très élevé. Alors que dans le secteur privé, on a une hausse constante, malgré, je vous fais remarquer, en 2008, on a eu une crise économique importante dont on ressent encore les conséquences, mais malgré la crise de 2008, les travailleurs dans le privé ont continué à voir leur rémunération croître. Donc cet écart-là, qu'on peut, et là vous ne verrez rien là-dessus, j'imagine, là, mais c'est des niveaux de détail là, que vous pourrez consulter par la suite, là, selon certains types de positions sur le marché du travail. Ces écarts-là sont quand même importants. Hein. Ils peuvent aller facilement, là, dans certaines catégories, jusqu'à 15-20% de moins que ce qu'on pourrait gagner dans le secteur privé. En moyenne, au Québec, c'est grosso modo 8% de moins pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses du secteur public, qui est moindre que celle du secteur privé. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien parce que si, cette année, les travailleuses et les travailleurs du secteur public gagnent 8% de moins que ceux et celles du privé, bien, cet écart-là s'accumule d'année en année. N'est-ce pas? Le retard, il devient de plus en plus grand d'année en année. Et donc, plus on attend, en quelque sorte, à revendiquer ce rattrapage, plus cet écart sera grand et donc la négociation difficile par définition. C'est un peu comme toutes les batailles qui ont été menées au cours des dernières décennies pour rattraper l'équité salariale entre les femmes et les hommes. Ça faisait des écarts immenses à rattraper, hein, parce que ça s'était accumulé depuis très longtemps. Donc, la notion de cumul de ce retard-là, hein, c'est pas juste régler la chose pour une année, c'est d'essayer de rattraper quelque chose qui est une injustice, en quelque sorte, une iniquité, à tout le moins, qui existe depuis longtemps, parce qu'elle se cumule. Cela étant dit, non seulement les travailleuses et les travailleurs du secteur public s'enrichissent moins, voire s'enrichissent pas pantoute par rapport au secteur privé, mais en plus, on est tous frappés par la même réalité, à savoir la hausse du coût de la vie. Hein? Ces années-ci, on ne parle pas beaucoup d'inflation parce qu'elle est relativement modeste, mais elle est existante et surtout, elle est très variée. C'est-à-dire que ce qui nous coûte de plus en plus cher année après année, c'est, oui, l'ensemble de nos dépenses, mais il y a certaines de ces dépenses-là qui augmentent beaucoup plus vite que d'autres. Et, au hasard, ces dépenses qui augmentent plus vite que les autres sont celles qui nous touchent directement. C'est ce que j'appelle l'inflation dans le frigo. Hein? Pourquoi? Parce que depuis quelques années, donc grosso modo depuis une dizaine d'années, une des dépenses ou un des coûts qui a cru le plus rapidement dans nos budgets familiaux, c'est les produits de base. L'alimentation, le transport, l'enseignement. Donc, des dépenses qu'on ne peut pas comprimer. Vous ne pouvez pas arrêter de vous nourrir, puis vous ne pouvez pas arrêter de vous transporter vers votre travail. Donc, l'inflation, telle qu'on la connaît présentement, elle touche principalement, le travailleur ou la travailleuse moyen. Autrement dit, celui et celle que notre beau-frère François prétend représenter en parlant de la classe moyenne. C'est nous que ça touche davantage et directement. Là, vous allez voir un beau graphique en spaghetti où vous voyez ou vous ne voyez pas, mais c'est joli par contre. On ne comprend pas, mais c'est joli. Moi, je suis pour l'économie esthétique.
Chacune de ces petites courbes-là, c'est des composantes de l'inflation. Donc, autrement dit, le prix, l'évolution du prix de certaines marchandises qu'on achète. La courbe qui est la plus basse, si vous regardez à la droite complètement de votre écran, celle qui arrive en bas complètement, la bleue roi, mettons, c'est l'inflation en général. Toutes les autres courbes sont au-dessus depuis plusieurs années. Ça veut dire quoi? C'est que tous les autres coûts qui composent cette inflation en général, donc la hausse générale des prix, est plus importante que la moyenne. Et, aux surprises, ces composantes qui s'accélèrent, donc le prix qui devient de plus en plus cher, c'est l'alimentation, le logement, le transport, l'énergie et l'essence. Toutes des affaires inutiles dont on peut se débarrasser. C'est pas rien, ça. Hein? C'est pas rien, parce que si vous gagnez 50 000 admettons, bien, votre budget familial, évidemment, il y a une grande portion, sinon presque la totalité de votre budget, qui est consacrée à ces éléments-là. Si vous gagnez 250 000 bien, la quantité d'argent que vous allez dépenser pour ces divers postes de dépenses dans votre budget, elle va peut-être être plus élevée. Vous allez boire du vin de meilleure qualité, puis avoir un plus gros char, mais grosso modo, on ne peut pas avoir 27 voitures à un moment donné. Hein? Donc, toute proportion gardée, pour la fameuse classe moyenne, c'est-à-dire la majorité d'entre nous, cette hausse importante du prix des éléments essentiels de notre bien-être matériel nous frappe davantage qu'une autre portion de la population qui, elle, est beaucoup plus riche. Et ça, c'est important parce que là, on a deux éléments. Hein? On a ce qui rentre et on a ce qui sort. Notre revenu ne s'accroît pas ou presque pas, et encore moins que le secteur privé. Et en plus, on est frappé, là, comme tout le monde, bien sûr, par une inflation, par la hausse du prix de notre budget annuel. Donc ça, c'est le contexte. Et ça, c'est pas une invention, c'est pas une idéologie, c'est pas une histoire, c'est pas un « moi, je pense que ». C'est la réalité des faits qui est bien documentée et qui est incontestable. En fait, il faudrait se lever vraiment de bonne heure pour la contester. Alors là, ça, c'est vous. Hein? Ben, c'est nous. Je vais m'inclure là-dedans. Je suis un petit peu partie de la famille maintenant, puisque je vous accompagne, m'a-t-on dit. C'est donc nous. Hein? C'est notre réalité personnelle. Mais là, votre beau-frère, donc François, il va continuer à dire « Oui, mais on n'a pas les moyens. Hein? On n'a pas moyen de vous payer. » C'est bien, OK, tu as raison, vous gagnez moins que le privé, puis ça coûte cher à vivre, puis l'épicerie, ça coûte de plus en plus cher, etc. Mais on n'a pas moyen de vous priver. Le Québec est dans le rouge, c'est écrit dans le journal. Vous savez, Duplessis, ce grand démocrate, avait comme slogan, parce que l'Union nationale avait comme couleur le bleu, il disait « Le ciel est bleu, l'enfer est rouge ». Parler des libéraux. Mais l'enfer est rouge, là, si on sort de cette dichotomie politique, l'enfer rouge, bien, c'est effectivement cette espèce d'épouvantail qu'on présente dans les médias qui essaie de nous faire croire et de nous répéter jour après jour que le Québec est dans le rouge, qu'on n'a tellement pas les moyens de se payer quoi que ce soit. En fait, on n'a plus les moyens de se payer quoi que ce soit, il faut couper. Puis en plus, on est pire qu'ailleurs. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut répliquer à cela, donc à notre ami François et à M. Martineau en passant. Premièrement, on parle uniquement, il y a une obsession dans nos discours politiques, c'est vrai ici, c'est vrai ailleurs dans le monde, sur le motadine de déficit. Hein? On est en déficit, il faut régler le déficit, il faut atteindre le déficit zéro, ça n'a aucun sens, on s'appauvrit parce qu'on s'endette année après année. Bon, on ne peut pas nier qu'il y a de déficit, évidemment, au Québec. On ne devrait pas nier non plus que c'est un problème. Hein? C'est un problème parce qu'il y a, financièrement, il y a des sous qui s'en vont chaque année à payer des intérêts sur une dette importante. Donc, je ne nie évidemment pas le problème. De là à dire que le déficit du gouvernement du Québec, ou de celui du Canada, ou de peu importe où, est un problème à ce point majeur qu'on doit traiter avec une urgence nationale, c'est là où il y a une marge. Hein? Est-ce que le déficit est à ce point important qu'on doit tout arrêter, qu'on doit arrêter de régler les problèmes fondamentaux de notre société, d'éducation, de santé, etc., parce que le foutu déficit est tellement important qu'il nous empêche de tout faire. Mais j'ai des petites nouvelles pour notre ami François, qui est rendu à son 3e verre de rosé chaud, qui mange avec des chips. Le déficit au Québec, il est de combien de milliards de dollars chaque année, le déficit au Québec? Au pif, là.
200 milliards, wow, 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 les nerfs. 45 déficit? Qui dit mieux? 2,5. 2,5 milliards le déficit. Vous ne prenez pas assez de rosé, vous autres, là. 2,5. Ah, ben c'est ça, ben voilà, ça s'explique. 2,5 milliards par année. Autrement dit, le gouvernement du Québec dépense 2,5 milliards de dollars de plus que ce qu'il en reçoit en revenus d'impôts et taxes. Or, on a une bébelle au Québec. Une bébelle que nous a léguée un autre grand démocrate, non, ça c'est une joke, Jean Charest, en 2006. C'est une blague, je vous jure. Qui s'appelle le Fonds des générations. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh, OK, je n'en parlerai pas de bon. Le Fonds des générations, c'est donc cet outil financier qui est géré par la Caisse de dépôt, qui est en fait une ponction sur les, grosso modo, là, sur les profits d'Hydro-Québec. Donc, on prend une partie des profits d'Hydro-Québec, plutôt que les mettre dans le fonds consolidé du gouvernement, c'est-à-dire pour payer tout, l'épicerie, comme la dette, comme les dépenses de programme, etc., on prend une partie donc des revenus générés par l'hydroélectricité et on les réserve dans un fonds qui sert uniquement à rembourser la dette. D'accord? Or, les versements prévus cette année à ce fonds des générations, c'est de combien? Sachant qu'on vient de dire que le déficit est de 2,5 milliards. Non, là, vous êtes tous QS, hein? C'est Amir qui a dit qu'il ne fallait pas que ce soit plus qu'1 milliard. C'est 10 milliards. C'est 10 milliards. Donc, cette année, dans le dernier budget Marceau, le dépôt, donc le versement au Fonds des générations pour cette année fiscale devrait être de 10 milliards. Oh, tiens. On verse 10 milliards pour rembourser une partie de la dette et on fait un déficit de 2,5 milliards. Est-ce qu'il est si important à la lumière de ça, le déficit? Parce que si l'Hydro-Québec n'était pas Hydro-Québec, c'est-à-dire une entreprise d'État, mais certes une entreprise séparée, mais un ministère, admettons, ça veut dire quoi? On serait en surplus de 7,5 milliards et non pas en déficit de 2,5 milliards. C'est correct que Hydro soit séparé, c'est correct. Je ne remets rien en question de tout ça. Mais voyons que le problème du déficit, qu'on nous dit si important parce qu'on accumule une dette qui n'a pas de maudit bon sens, bien, il n'est pas si important puisqu'on rembourse la dette beaucoup plus rapidement que le déficit qu'on accumule présentement grâce à ce grand démocrate qui est Jean Charest. Alors, vous voyez, en mettant les choses en perspective, on peut peut-être se dire que, oui, il est important de régler les problèmes structuraux des finances publiques, donc que la dette, elle est importante, que le déficit, il est important, mais en regard de ce qu'on a comme outil, comme richesse, et si on a une richesse collective au plan économique au Québec, c'est bien l'hydroélectricité, bien, notre situation financière n'est pas si mauvaise que ça. François prend son 4e verre de rosé. Et là, il va vous dire, oui, mais la santé, vous commencez à être un peu pompette, vous connaissez M. Legault, François. Oui, mais le système de santé, ça coûte cher. Ben, oui, ça coûte cher, effectivement. Comme on le voit ici, ou comme on ne le voit pas, ça, c'est moi qui fais des mauvaises slides, finalement. Ça, c'est les grands postes de dépenses. Encore une fois, ces informations-là vous seront distribuées éventuellement. Vous pourrez vous amuser à les donner à vos enfants pour qu'ils les colorient. Le gros poste de ça, c'est les principaux postes de dépenses du gouvernement du Québec. Donc, le gros poste de dépenses qu'on voit vers la droite en haut, en bleu, c'est la santé et les services sociaux. Ça représente 42 des dépenses du gouvernement du Québec dans une année. Alors, c'est vrai que c'est gros. C'est le plus gros, puis il va juste grossir, pour plein de raisons que vous connaissez beaucoup mieux que moi d'ailleurs, pour des raisons démographiques, de vieillissement de la population, d'augmentation des coûts, etc., d'augmentation des coûts qui sont reliés, par exemple, à la technologie, et ainsi de suite. Donc oui, c'est vrai, François a raison, ça coûte cher. Ça coûte très cher, ça coûte beaucoup plus cher que l'éducation, qui est le deuxième poste de dépenses du gouvernement, qui était à 24 %. Mais cela étant dit, ce qui est intéressant de constater, ce sur quoi on devrait s'interroger, c'est qu'est-ce qu'on dépense dans ce fameux 42 %-là, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'on est pire ou mieux qu'ailleurs? Alors, au Québec, on est très, 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 très bon pour dire qu'on est les plus taxés, puis qu'on est les plus dépensiers, puis les moins efficaces. Et ça, vous entendez ça même par de prétendus spécialistes qui vont vous dire « Ah oui, mais le système de santé au Québec coûte vraiment beaucoup plus cher qu'ailleurs au Canada, puis ça n'a aucun sens. » J'ai des petites nouvelles pour eux autres. Il y a un Institut canadien d'information sur la santé, complètement impartial, très, très sérieux, qui n'est pas un think tank, c'est un institut de recherche,
qui compilent hôpital par hôpital, clinique par clinique. Là, ils ont des données là, d'un niveau de détail hallucinant. Les coûts réels de la santé partout au Canada, dans le public comme dans le privé. Et, surprise, au Québec, on est la province qui a les coûts du système de santé les moins chers au Canada. On est les moins chers au Canada. Il y a 3 provinces qui sont en bas de la moyenne nationale canadienne. C'est la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec. Et le Québec est le moins cher de tous, par habitant. Et là, c'est pas, encore une fois, c'est pas des écervelés du Parti communiste qui ont sorti ça. C'est pas des méchants syndicalistes non plus. C'est un institut qui se base sur les données gouvernementales. Et l'écart est assez important, en plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment beaucoup moins coûteux qu'ailleurs. Hein? Cela étant dit, ça représente donc quand même 42 des dépenses de l'État. Juste une petite précision d'importance sur cette carte-là. Donc, quand on parle de coûts par habitant, je l'ai dit trop vite en passant, là, c'est les coûts totaux de la santé, incluant le privé. Okay? Donc, c'est vraiment l'ensemble de ce que ça coûte à la société québécoise, pas uniquement les dépenses gouvernementales. Maintenant, à l'intérieur de ce morceau-là, à quoi ça sert, les maudites dépenses de la santé? Parce que là, votre beau-frère est arrivé avec ça en disant, ben oui, mais vous, travailleuses et travailleurs de la santé, du réseau de la santé, vous avez déjà des bonnes conditions, vous avez déjà bon salaire. OK, tu m'as prouvé que c'est moins bon que dans le privé, mais quand même, hein, c'est des bons salaires. Ça n'a pas de bon sens d'augmenter vos salaires. Mais là, ça ne veut rien dire si on ne regarde pas ce que représente ce coût-là pour le système par rapport à l'ensemble des coûts, n'est-ce pas, dans le système. Alors, de quoi est constitué cet ensemble de coûts pour la santé au Québec? Un autre graphique magnifique et illisible. Grosso modo, je vais vous le dire plutôt que vous inviter à vous arracher les cheveux, les coûts principaux, hein, c'est les hôpitaux. La dépense de l'hôpital comme tel, ce sont les honoraires des médecins, ce sont les médicaments, et après ça, l'ensemble du personnel de la santé, sauf les médecins. Donc, vous et les infirmières, grosso modo, là, pour simplifier. Bon, OK, c'est un gros morceau quand même. Vous représentez... C'est à peu près 9 hein? 9 tout ce qui est le personnel hors médecin, c'est 9 des coûts. Oh, c'est quand même pas un gros morceau. Ah, surprise, hein, les médicaments, c'est combien? 19 C'est près d'un cinquième des coûts du système global de la santé, c'est les médicaments. On en vend de la pilule, là. Puis je ne vous dis pas que ce n'est pas correct, là, mais c'est un coût super important. Alors que les travailleuses et les travailleurs, ceux et celles qui font en sorte qu'on peut recevoir ces médicaments, ces soins et passer à travers le système de santé en question, représentent uniquement 9 des coûts. Bon, ben déjà, là, ça dégonfle un peu la balloune de notre ami François, qui est allé au dépanneur s'acheter de la bière parce qu'il n'y avait plus de vin rose. Il est chaud. Il a mal à la tête, là. En fait, il est allé au dépanneur, il s'est acheté le Journal de Montréal pour lire Martineau pour se libérer un peu l'esprit. Donc, ce n'est pas un coût si important. Ça demeure un gros morceau, puisque l'ensemble de la tarte est grosse. Hein? On s'entend que c'est un petit morceau d'une très, très grosse tarte. Maintenant, ce qu'il faut se poser toujours comme question, évidemment, ce n'est pas de regarder le portrait comme il est de façon statique, mais qu'est-ce qui a évolué dans le temps? Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher? Est-ce que vous coûtez plus cher ou moins cher par rapport aux autres, à l'ensemble des coûts du système? Et c'est là qu'on va en fait assonner les derniers coups à notre ami François, parce que vous allez voir sur ce graphique que depuis très longtemps, donc ça remonte à 1975, il y a un coût qui a commencé à diminuer surtout autour de l'arrivée de M. Lucien Bouchard au pouvoir, c'est celui afférent aux hôpitaux. Donc, la courbe du haut, on voit qu'elle a diminué drastiquement au milieu des années 90 pour ensuite continuer tout de même à diminuer. Donc, les hôpitaux nous coûtent, toute proportion gardée, c'est-à-dire proportionnellement à l'ensemble des coûts du système de la santé, nous coûtent de moins en moins cher. Qu'est-ce qui a augmenté de façon spectaculaire? Les médicaments. Donc, les médicaments le coût des médicaments en proportion a plus que doublé en quelques décennies, en 20-25 ans à peu près. Ça a tendance à se stabiliser présentement là, depuis quelques années, mais cet élément-là est un coût qui a augmenté de façon importante.
Et si on regarde un peu plus, et c'est le dernier graphique que je vous envoie par la figure, si on regarde quelques éléments de détail dans l'augmentation de ces coûts-là, donc le précédent graphique était un peu plus général, si vous voulez, on voit encore une fois que les médicaments, la courbe en orange, là, qui a monté de façon spectaculaire, est vraiment ce qui a pris beaucoup plus de place les dernières années, ces dernières 20 ans à peu près, 20-25 ans, dans l'ensemble du système de santé en termes de coûts. Mais si on regarde plus précisément un horizon temporel plus étroit, donc plus proche de la droite de ma courbe, on voit qu'il y a une petite courbe là, fatigante qui s'est mise à monter très, très rapidement, la petite courbe en bleu. C'est qui? C'est les médecins, effectivement. Oh, surprise! Hein, la proportion du coût. Hein, ça, c'est pas la rémunération, ça, c'est la proportion du coût dans l'ensemble de la dépense de la santé a augmenté de façon très importante depuis une dizaine d'années, c'est les médecins. Une deuxième composante qui a augmenté de façon assez importante aussi, c'est donc la courbe en vert, ce sont les immobilisations. On en a construit, on a dépensé de la brique puis du béton. Hein? Ça devrait faire plaisir à François, ça encourage l'entreprise privée qui fabrique de la brique puis du béton. Et si on porte attention à votre réalité, la ligne en rouge, surprise, depuis près de 20 ans, vous coûtez de moins en moins cher à l'ensemble du système de santé. C'est une portion de plus en plus faible des coûts de l'ensemble du système de la santé au Québec. Là, François, il est à terre, il y a des bulles, puis les yeux. Je pense qu'on a là les éléments fondamentaux pour répliquer à ces arguments faciles qui sont basés, en fait, sur rien d'autre que des présuppositions. Hein? Notre système de santé coûte cher. Oui, la situation économique n'est pas simple, ni la situation financière du gouvernement, mais on est loin de la catastrophe et on est surtout loin d'avoir un système qui coûte une fortune et qui, surtout, coûte une fortune en termes de salaire pour ses travailleuses et ses travailleurs. Ça, je pense que c'est une démonstration à l'aide de ces quelques données qu'on peut faire de façon assez éloquente. Donc, on fait quoi à partir de là? Bien là, évidemment, vous allez travailler très, très fort pendant toute cette négociation-là, mais qu'est-ce qu'on fait politiquement, médiatiquement? Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi de vous envoyer comme message, si on a parlé de cette caricature de beau-frère, c'est parce qu'il va y avoir une bataille politique et médiatique autour de cette négociation-là. On le sait bien, vous le savez bien plus que moi. Il faut donc aussi répéter ces contre-arguments sur la place publique, sur vos Facebook, dans vos parties de famille, etc. Saoulez pas tout le monde, par exemple. Là. Mais il y a donc pour moi 3 grandes familles d'arguments, et je termine là-dessus, qu'on peut amener pour contrer les préjugés, en quelque sorte, basés sur les faits que je vous ai présentés. Premièrement, il est juste, il est équitable de demander un rattrapage par rapport à ce qu'on gagne dans le privé. C'est pas vrai qu'il y a une espèce de justice immanente ou un principe transcendant qui dirait que c'est normal que dans le privé, on est payé plus cher que dans le public. Ça n'existe pas, ça. C'est de l'idéologie, c'est des a priori purs. Tout travail mérite salaire, alors tout travail équivalent mérite salaire équivalent. Pour moi, c'est un principe qui est juste aussi simple que 1 + 1 = 2. De plus, on peut ajouter à ce premier argument, donc du rattrapage par rapport au privé, qu'on pourrait souhaiter limiter l'attrait du privé au détriment du public, n'est-ce pas? Il n'y a pas de raison que notre société favorise une forme d'organisation économique et politique plutôt qu'une autre. Il n'y a pas d'argument a priori. On accepte qu'il y ait une économie mixte dans tous les secteurs, privé-public, mais on devrait admettre que la concurrence, entre guillemets, entre ces deux secteurs-là soit équitable. Deuxièmement, après cet argument visant le rattrapage par rapport au privé, est le maintien du pouvoir d'achat. On a vu au tout début que année après année, non seulement on gagne moins d'argent, mais en plus, la vie nous coûte de plus en plus cher. Bien, les travailleurs et les travailleuses, imaginez-vous, sont aussi des consommateurs. Ah, surprise! Des consommateurs et des contribuables même. Vous payez des taxes et des impôts, croyez-le ou non. En travaillant, en consommant,
on renfloue les taxes, les coffres de l'État. En consommant, il y a une petite ligne en bas, là, c'est écrit TPS, TVQ, bien ça, c'est de l'argent qui profite à l'ensemble de la collectivité. Et on consomme, évidemment, quand on a un revenu, quand on a un emploi. Donc, en consommant, on fait fonctionner l'économie. En consommant, on fait fonctionner ce qui n'a pas très bien fonctionné depuis la crise de 2008, c'est-à-dire alimenter la machine économique par la consommation, par la demande. Or, vous avez un argument supplémentaire, c'est que ce qui est un avantage pour vous, et dont vous devriez être fiers et non pas vous en cacher, justement parce que les Martineaux de ce monde nous ont tellement rentré dans la bouche que, j'allais dire des gros mots, que la sécurité d'emploi, ça n'avait pas d'allure, c'était tellement 1950, etc. Mais cette sécurité d'emploi, qu'elle soit conventionnée ou non, qu'elle soit parce que vous avez des compétences demandées, ça ne change rien. Cette stabilité, plutôt que cette sécurité d'emploi, cette sécurité et cette stabilité dans votre emploi, bien, ça fait de vous des super consommateurs. Pas que vous super consommez, ça fait de vous des consommateurs de qualité. Pourquoi? Parce que quand il arrive une crise économique comme celle de 2008, vous continuez à consommer parce que vous ne perdez pas votre salaire. D'abord, vous ne perdez pas votre job, puis ensuite, votre salaire ne diminue pas, comme si ça peut être le cas parfois dans certains secteurs de l'économie privée plus fragiles. Donc, vous contribuez à amoindrir, les travailleurs du secteur public contribuent à amoindrir les chocs économiques. Ça devrait être une bonne nouvelle pour le gouvernement, ça. Puisqu'il continue à percevoir des taxes et des impôts aussi grâce à ça. Deuxièmement, non seulement vous consommez, mais en plus, vous continuez à épargner et à investir. Vous mettez des sous dans votre fonds de retraite, dans vos épargnes privées, qui elles-mêmes, ces sommes-là sont réutilisées pour créer des entreprises, des emplois, des projets collectifs et privés. Mais ça aussi, c'est un stabilisateur pour l'économie. Donc, vous êtes en train de dire au gouvernement, « Hey, c'est nous qui vous aidons et non pas l'inverse. » Ce faisant. Et dernier argument, qui est peut-être un peu plus philosophique, mais qui m'apparaît néanmoins important de véhiculer, le secteur public contribue à l'enrichissement de la collectivité. C'est exactement le contraire de ce que nombre de commentateurs politiques et économiques veulent nous faire croire en disant que, parce que c'est privé, parce que c'est public, pardon, c'est juste un coût. Ça ne contribue à rien à l'enrichissement. On ne crée pas de richesse. Ça, c'est François qui vient de dire ça, il y a eu un petit sursaut. Il faut créer de la richesse. Mais c'est faux. Tout emploi, quel qu'il soit, dans le privé ou dans le public, contribue à l'enrichissement collectif. Et plus fort que ça, je dirais, comme entité globale, donc le secteur public en général, ça contribue à avoir une société et surtout, pas surtout, mais entre autres, une économie beaucoup plus solide. Une économie où ces travailleurs, travailleuses sont en meilleure santé, mieux éduqués, ont plus de perspectives d'avenir, est une économie beaucoup plus solide que celle qui ne se dote pas de ce genre de structures, d'institutions et de projets collectifs. Donc, en ce sens, les travailleurs du secteur public contribuent également à l'enrichissement collectif et bénéficient, y compris à notre ami François et à sa business. Merci. Donc, micro numéro 1, s'il vous plaît. Sylvie Godin, répondante politique. Merci infiniment pour tous les arguments que vous nous apportez et qu'on va nécessairement utiliser dans vos rencontres prochainement. D'ailleurs, j'aimerais avoir votre calendrier de disponibilité pour plusieurs réunions que vous seriez le bienvenu pour mieux l'exprimer que moi-même, d'ailleurs. J'aurais deux questions. La première est d'ordre économique comme tel. Vous avez parlé tantôt de la dette que nous accumulons annuellement, qui serait de l'ordre de 2,5 milliards. C'est le déficit. Le déficit, oui. C'est pas vraiment une dette, puisqu'on rembourse le déficit, c'est ça. Et justement, grâce au Fonds des générations, nous investissons 10 milliards à rembourser cette dette-là. Mais est-ce que vous savez à combien s'élève actuellement notre dette? Première des questions, je vous laisse chercher la réponse. J'aurais une autre question. Je vous écoute. Lorsqu'on parle de nos salaires et qu'on les compare justement à ceux qui ont des emplois équivalents d'autres secteurs privés, etc.,
qu'on peut comparer, admettons, au niveau de l'éducation qu'on a suivi pour accéder à ces emplois-là. On nous dit, oui, vous avez peut-être des salaires moindres, par contre, vous avez des avantages sociaux qui ne sont pas négligeables et vous avez des fonds de pension. Fait que ça compense. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que c'est un argument qui nous est ramené sur le nez et puis que là, dans ce cas-là, on ne connaît pas, nous, nécessairement, les avantages sociaux puis la quantité d'emplois qui ont effectivement des fonds de pension si on compare avec le nôtre. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui nous est lancé en fait. Écoutez, il y a une réponse à cette deuxième question, il y a une réponse un peu en forme de boutade, mais je pense qu'il est vrai, qui se résume à YP. C'est-à-dire que votre fonds de pension, là, puis votre fonds de pension, ça ne vous permet pas toujours de payer l'épicerie, alors ce que je sache. Ça ne vous permet pas non plus de faire face à l'ensemble des contraintes de la vie matérielle. Il y a une réponse plus élaborée, mais un peu plus complexe malheureusement, c'est-à-dire que la comparaison entre la rémunération globale du privé et du public, qui est faite par l'Institut de la statistique du Québec là, chaque année, c'est une étude très complexe et très fouillée, très détaillée aussi. Donc ça va au niveau de détail là, par catégorie d'emploi comparée, tient compte à la fois des salaires et de la rémunération globale. Et donc, on exclut évidemment le régime de pension là-dedans, mais tout ce qui est autre que le salaire dans la rémunération, on en tient compte dans ces écarts-là. Ça, c'est une chose. Et l'écart reste le même si on tient compte, autrement dit, de l'ensemble de la rémunération. Pour ce qui est du fonds de pension et ils ont des avantages intrinsèques au secteur public, je pense que là, oui, on peut dire oui. Oui, effectivement, c'est vrai, on a cet avantage-là, il existe. Néanmoins, il existe aussi à bien des endroits dans le secteur privé. Hein? Je veux dire, il y a beaucoup de travailleurs du secteur privé qui, par des multiples mesures fiscales qui se sont multipliées, diverses et variées, qui se sont multipliées au cours des dernières années. Je veux dire, ça a été l'explosion, là, les CELI, après les REER, les machins, les bidules, qui sont à l'avantage autant des travailleurs, mais beaucoup des patrons aussi. Il y a énormément de travailleurs qui sont couverts par des régimes qui sont fort avantageux et souvent beaucoup plus avantageux que ce que vous avez aussi. La réalité, la différence, c'est que la réalité est beaucoup plus variable dans le secteur privé. Hein? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont très mal couverts, effectivement, par un régime quel qu'il soit, là, pour leur retraite. Par contre, quand on regarde des catégories d'emplois similaires dans le privé et dans le public, en général, le privé se compare très avantageux. Merci. Non, mais j'ai pas assez bu de rosé. Donc, la comparaison est avantageuse quand on compare des comparables. Hein. C'est que si on compare la masse, c'est-à-dire l'ensemble du secteur public à l'ensemble du secteur privé, votre argument est vrai. Enfin, je ne sais pas l'autre, mais par contre, quand on compare des comparables, par exemple, un technicien ou une technicienne de laboratoire dans un hôpital ou chez Pfizer ou n'importe où ailleurs dans le secteur privé, va avoir des conditions de retraite fort avantageuses dans le privé qui sont comparables au public. Mais il reste que le niveau de complexité ou de détail est un peu plus grand, tout simplement. Alors que dans un tour, micro numéro 1, Vous avez fait exprès de choisir ce type d'emploi-là, puisque c'est le mien. Ah oui, bon, voilà. Non, j'ai pas fait exprès. Donc, de ramener les choses en perspective, j'ai bien aimé votre précision. Si on parle de mon salaire à moi, je vais lui ramener, compare à quelqu'un qui fait le même métier que moi ou quelque chose de comparable. Exact. Qui a probablement lui aussi un fonds de pension, mais c'est vrai que c'est pas l'ensemble des travailleurs du Québec qui a une ouverture au niveau de. Non, effectivement. Et il y a certaines catégories d'emplois dans le secteur public qui eux, sont certaines catégories qui, elles, sont effectivement, c'est vrai, avantagées par rapport au secteur privé. On peut penser aux employés de bureau, par exemple, hein, qui sont en général des emplois très précaires dans le privé, ce n'est pas le cas dans le public, mais encore une fois, il faut comparer les comparables. Ce que vous dites sur tous les préjugés, c'est pas juste une question, c'est un commentaire, c'est pas juste mon beau-frère François qui le pense, mais c'est aussi nous. Moi, je considère que ce discours-là, qu'on est choyé, qu'on a des conditions, qu'on a un salaire, qu'on a une sécurité d'emploi, en quelque sorte, fait en sorte que nous aussi, on adhère à ce discours-là entre nous, même avec nos collègues.
Moi, j'appelle nos cerveaux, ce sont des territoires occupés par ces idées-là qui nous envahissent à tel point que moi, j'ai des collègues, là, on s'en va en égo, j'ai des collègues à la dernière égo, je pense qu'ils vont me le redire aussi maintenant, que ce n'est pas d'une augmentation de salaire qu'elles ont besoin. Parce qu'au-delà de notre capacité économique, on a dans notre système de santé aussi une grosse machine qu'on appelle la contraction budgétaire, le lean, le toyotisme, et ça apparaît aux yeux de plusieurs employés beaucoup plus sévère comme impact que notre aspect financier. Fait que les gens sont en train de nous dire, nous, on ne veut pas travailler sur une augmentation de salaire, on veut juste que vous nous laissiez travailler, point. Parce que c'est plus travaillable. Mais votre argumentaire, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'on va pouvoir remettre sur le terrain que oui, il faut se débarrasser de cette privatisation-là et de ce modèle de gestion-là, mais il faut remettre sur la table notre appauvrissement finalement. Ça m'attriste beaucoup en fait d'entendre cette réalité-là que j'entends souvent, mais avez-vous déjà entendu quelqu'un travailler dans le secteur privé dire hey, « je suis vraiment trop bien, moi, hein? J'ai vraiment des bonnes conditions, c'est pas correct. » C'est quoi cette histoire-là? Est-ce qu'il est tout à fait normal d'être heureux, fier que collectivement, on puisse, nous, vous, c'est-à-dire dans ce cas-là, avoir, si c'est le cas, de bonnes conditions de travail, et si ce n'est pas le cas dans le cas, par exemple, de la réorganisation du travail avec le ligne et ces machins-là, de changer les choses, mais est-ce que cela empêche de revendiquer une meilleure rémunération? Oh non, c'est correct, j'en veux plus d'autres. On n'entendrait jamais ça dans le privé. On encourage les employés, les travailleurs dans le privé à en vouloir plus, à se faire concurrence, à être performants, etc., pour gagner plus de sous. Ça me dépasse. Nous, on appelle ça l'histoire de la chèvre. J'aurais pas le temps, mais si j'ai un deuxième tour de parole, il n'y a pas grand monde. C'est, mettons, vous mettez 3 familles dans un appartement et c'est plein. Il n'y a plus de place pour personne, la salle de bain est occupée le matin. 6 mois plus tard, vous rajoutez une autre famille avec 2 enfants. C'est l'enfer. Il n'y a plus personne qui est capable de s'organiser. Il n'y a plus personne qui fonctionne. Vous rajoutez du chèvre. C'est écœurant, ça pue, il y a du poil, ça n'a aucun sens. Vous enlevez la chèvre au bout de 6 mois, ça va bien. C'est mieux, on est mieux. Fait que, tu sais, plus tu en rajoutes, plus ça fait qu'à un moment donné, tu te sens bien aussi. Fait que nous, on a l'impression que si on enlève une certaine pression sur l'organisation du travail, parce qu'elle est souffrante psychologiquement, mais entre la souffrance psychologique et le salaire, il y a du monde qui va choisir leur survie aussi. Absolument. Je voulais juste répondre à la première question tout à l'heure que j'ai oublié ce que je l'ai cherché, sur la dette. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que le déficit du gouvernement était de 2,5 milliards par année. Je voulais juste m'assurer de ne pas vous dire un mauvais chiffre. La dette actuelle est autour de 116 milliards. Donc, autrement dit, on a rajouté un 2,5 milliards sur ce 116 milliards-là de dette. Mais le 10 milliards du fonds des générations dont je vous ai parlé s'en va éventuellement à rembourser une portion de ce 116 milliards. Donc, c'est vrai que c'est un problème important. Il ne faut pas nier. Voici les chiffres. C'est ça sur l'Est de l'île. Je ne vais pas vous contredire, là, mais oui, il y a un groupe qui trouve peut-être qu'ils sont trop bien payés. Mais ils seront plus bientôt, là, mais c'est ceux qui travaillent à l'hôpital des vétérans. Ils ont des gros salaires au fédéral, on s'entend. Mais de plus en plus, parce que j'ai rencontré quelqu'un en fin de semaine, puis elle me dit que c'est effrayant, on est trop payé. C'est clair à 21 $, c'est le préposé à l'entretien ménager. Mais je suis contente d'entendre ça, puis je l'ai entendu un peu, là, puis on a quelqu'un, un technicien de laboratoire, radiologie aussi, qui l'avoue qu'il y a des bonnes conditions, et qui commence à, je pense qu'il commence à le dire, c'est toujours ça bien, mais ça nous aide. Ça démontre la puissance de cette idéologie d'austérité qu'on nous a rentrée, puis de performance et de glorification du privé qu'on nous a rentré dans le fond de la gorge depuis 15-20 ans, alors que c'est une image parfaite de l'asservissement. Être enchaîné et dire qu'on est confortable dans ces chaînes, c'est tellement littéralement ça. S'il vous plaît. Merci. Donc, une dernière intervention, micro 3. Bonjour tout le monde, je m'appelle Gary de l'exécutif. Moi, j'ai lu
dans le journal à matin, les prix des hauts dirigeants des banques. Je me dis, il ne faut pas être gêné aujourd'hui pour demander du rattrapage par rapport au privé. Oui, on a des réalités en organisation du travail. Il faut aussi aller chercher des conditions pour mettre de l'avant le système, mais il faut aussi se battre pour rattraper le salaire qu'on a perdu avec le temps. Il ne faut pas être gêné pour le faire. Il faut vraiment mettre de l'avant des revendications, les talonner, les revenir constamment pour augmenter les conditions de travail des gens. Merci beaucoup. Merci, M. Mercier.